La tension monte encore d'un cran en Nouvelle-Calédonie. Un bâtiment de la Marine nationale tire un coup de semonce pour dégager un peloton de gendarmes aux prises avec une bande armée. Campagne présidentielle, le ton se durcit entre les deux candidats et le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, fait un pas en direction de Jean-Marie Le Pen. Les femmes victimes du harcèlement sexuel dans l'entreprise, un problème bien réel. 25 d'entre elles viennent de porter plainte contre leur chef de service. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, monsieur, bonsoir. La tension est montée d'un cran aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois, en effet, l'armée, en l'occurrence la Marine nationale, est intervenue. Un bâtiment qui croisait au large de la côte est du territoire a ouvert le feu pour dégager un peloton de gendarmes aux prises avec une bande armée. Nouméa au téléphone, François Cornet. Un peloton de gendarmerie, au total une trentaine d'hommes, avaient embarqué samedi matin à Nouméa sur le patrouilleur La Moqueuse de la Marine nationale pour une opération dite de ratissage à Puebo, sur la côte est de la Grande Terre, où une trentaine d'indépendantistes kanaks avaient été repérés tenant une position. Durant ce débarquement des gendarmes, La Moqueuse a appuyé la progression du peloton sur le massif surplombant la plage à l'arme automatique et non au canon. Il s'agissait incontestablement pour la Royale d'un tir d'intimidation et de déstabilisation et non d'un pilonnage massif du relief. Le tir d'armes automatiques de La Moqueuse a produit son effet. Il est évident que le porte-parole du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, qui a donné ce soir cette information et annoncé l'intervention pour la première fois de la capacité minimum d'un bâtiment de la Marine nationale, à savoir l'utilisation d'armes automatiques contre une position du FLNKS, n'a certainement pas voulu objectivement parler d'opération de guerre en ce qui concerne cette intervention et l'appui d'armes automatiques dans un débarquement surprise de gendarmes sur la côte est. Cependant, les militants indépendantistes découvrent par cette opération que la gendarmerie a aussi d'autres moyens dans ses interventions que la progression par la brousse. Simple tir d'intimidation, donc, comme vient de le dire François Cornet. Tir d'intimidation, c'est ce que confirme ce soir, sans autre commentaire, le ministère de la Défense à Paris. Cela dit, il faut l'employer avec prudence, mais le mot état de guerre a bel et bien été prononcé aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie du côté des indépendantistes du FLNKS. Et ce soir, le premier secrétaire du Parti socialiste, M. Lionel Jospin, redoute que certains nostalgiques avec M. Le Pen rêvent de nous faire je ne sais quel ressucé, dit-il, de l'affaire algérienne. Voilà pour son commentaire. Pour autant, la situation n'est pas aussi explosive partout sur le territoire. On peut dire ce soir, schématiquement, que si la situation en brousse est plus tendue que jamais, eh bien dans la capitale, Nouméa, en revanche, elle est calme, même si les esprits sont préoccupés. Isabelle Béchler. Au nord de l'île d'Ouvéa, toujours 23 gendarmes otages dans une grotte aux mains d'un commando d'indépendantistes armés. Ils vont y passer leur 9e nuit de captivité. On suppose que les négociations se poursuivent par otages émissaires interposés, mais aucun civil, aucun journaliste n'a pu se rendre sur place. Le FLNKS a reconnu que c'était ses militants de base qui avaient préparé cette embuscade d'Ouvéa qui a coûté la vie à 4 gendarmes. Aujourd'hui, ces responsables se posent comme seuls interlocuteurs du pouvoir et attendent toujours la nomination d'un médiateur. Nous pensons également que le gouvernement français est prêt à discuter avec le FLNKS, notamment nous. Nous aussi, nous sommes prêts à discuter. Nous ferons le pas demain. Et pourquoi pas ce soir? Pour la médiation, on murmure le nom de Monseigneur Calvet, l'archevêque du territoire. Sa nomination pourrait faire baisser la tension car partout, des Kanaks sont embusqués et barrent des routes. À Canala et Marais, les gendarmes ont essuyé des coups de feu. Un haut fonctionnaire a même parlé aujourd'hui de situation de rébellion et d'état de guerre. Pendant ce temps, Nouméa semble paisible. La ville blanche passe un week-end presque comme les autres, mais l'inquiétude s'installe. C'est de pire en pire, que la Calédonie n'est pas prête à s'en sortir, que les pouvoirs et les dirigeants passent au fil des 5 années ou des 7 années qui suivent, et que là, ça ne change pas grand-chose. On est beaucoup moins décontractés maintenant quand même. On ose moins sortir le soir, alors qu'avant on se sentait très en sécurité ici. Tant en brousse qu'à Nouméa, les états-majors politiques et les habitants de Calédonie ont un espoir, le déblocage des situations extrêmes.
La campagne présidentielle. Depuis le duel télévisé de jeudi dernier, il faut bien le constater, le ton se durcit entre les deux candidats, messieurs Mitterrand et Chirac. Le Premier ministre qui était cet après-midi dans l'Ouest, d'abord à Nantes, où il s'est déclaré consterné à l'idée que la France pourrait être encore dirigée par quelqu'un, monsieur Mitterrand en l'occurrence, qui a un tel mépris pour la vérité et une telle aptitude à tromper. Monsieur Chirac faisait bien sûr allusion à l'incident qu'il a opposé à M. Mitterrand au cours de leur face-à-face à propos de l'affaire Gorgi, ce ressortissant iranien, tout d'abord impliqué dans plusieurs attentats terroristes en France, avant d'être blanchi et de pouvoir regagner l'Iran. Après Nantes, le Premier ministre est parti pour Rouen et il est ce soir à Rennes. Jean-Louis Lezay. On sait désormais quel est le type de campagne qu'entend mener Jacques Chirac pour le second tour. Une campagne plus offensive, tournée exclusivement contre François Mitterrand, dans le droit fil du face-à-face de jeudi soir. Dès son premier banquet républicain à midi à Nantes, devant le gaulliste Olivier Guichard et le barriste Philippe Mestre, le candidat Chirac a accusé son adversaire d'utiliser le mensonge et la calomnie comme arme du combat politique, avant d'ironiser. Lorsque j'entends l'appel aux chrétiens lancé hier soir à Lille, je me dis quand même qu'il y a des limites qui ne devraient pas être franchies dans le racolage. Lorsqu'on connaît M. Mitterrand, sa vie, son passé, lorsque l'on se réfère à ce qu'il a engagé pour tenter, au nom de son idéologie, pour satisfaire ses amis, d'étrangler l'école libre dans notre pays, on ne fait pas un appel aux chrétiens. Je sais bien qu'interrogé aujourd'hui sur ce problème, il dit « oulala, il ne faut pas rouvrir ce débat ». Quelqu'un qui a trompé trompera. Il a trop trompé pour qu'on lui fasse confiance. D'un coup d'aile, Jacques Chirac s'est retrouvé à Rouen pour donner le départ des 24 heures motonautiques en compagnie de Jean Le Canuet. Nouveau saut d'avion, à Rennes, en ce moment même, le candidat préside un grand meeting. Le ton a été donné, François Mitterrand est toujours en ligne de mire. Décidément, la cohabitation est bien morte jeudi soir. M. Mitterrand n'est pas en reste de critique non plus à l'égard de son concurrent. Dans une interview au magazine Globe, il dénonce une nouvelle fois très vivement l'État RPR et il cite un exemple dans le domaine des médias, la presse télévisée en l'occurrence. Selon lui, RFO, la radio française d'outre-mer, et à un moindre degré FR3 reflètent une volonté totalitaire de la part du gouvernement. Le candidat François Mitterrand, qui ce soir doit participer à un rassemblement de jeunes à Vincennes, dans la banlieue parisienne, rassemblement qui vient de commencer. Rachid Arabe. L'hippodrome de Vincennes est un endroit très couru en ce moment. Il y a quelques semaines, le RPR y organisait un grand meeting avec en vedette américaine Johnny Hallyday. Ce soir, ce sont les jeunes socialistes qui occupent les pelouses pour une grande fête de l'égalité, un grand concert gratuit. Une réunion qui ressemble à s'y méprendre à une réponse avant l'heure au rassemblement de l'extrême droite demain à Paris. Les artistes présents ce soir sont pour la plupart des membres du comité de soutien à François Mitterrand, ou en tout cas des artistes plutôt engagés à gauche, Guy Bedos, Yves Simon, Francis Lalanne ou encore Jacques Higelin. Mais la vraie vedette de la soirée restera certainement en coulisses. François Mitterrand devait venir à Vincennes pour rencontrer quelques jeunes et non pas pour assister au concert. Mis à part la Nouvelle-Calédonie, dont nous avons parlé en commençant, le deuxième abcès de fixation de cette campagne présidentielle, c'est Jean-Marie Le Pen et surtout son potentiel d'électeurs intéressant pour les deux candidats. Comment les attirer sans adhérer aux idées du leader du Front National? Difficile. Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, s'y essaie dans le magazine Valeurs Actuelles. Il déclare « Pour l'essentiel, le Front National se réclame des mêmes valeurs que la majorité ». Réaction immédiate du socialiste Pierre Jox, vous en doutez. Charles Pasqua, dit-il, avoue aujourd'hui qu'il se réclame des mêmes valeurs et des mêmes préoccupations que le Front National. Il redevient menaçant pour la démocratie et pour la paix civile. Et cette déclaration du ministre de l'Intérieur provoque également quelques émois dans la majorité. Le ministre RPR, Michel Noir, affirme préférer s'en tenir aux déclarations de Jacques Chirac en ajoutant « Nous n'avons rien à voir avec la philosophie du Front National ». Et le délégué national de l'UDF, l'autre partie de la majorité, M. Alain Bloch, estime que M. Pasqua est allé trop loin. Quant à M. Jean-Marie Le Pen, dans une interview au Figaro Magazine,
il se contente de dire Charles Pasqua est de ceux qui défendent les idées qui sont les plus proches des miennes. Concrètement, enfin, c'est demain que le leader du Front National dira pour qui il appelle à voter au second tour. À cet effet, M. Le Pen a fait avancer la fête de Jeanne d'Arc, habituellement célébrée par lui et par le Front National le 8 mai. Demain, 1er mai, il y aura donc deux événements en parallèle, le rassemblement du Front National d'un côté et les traditionnels défilés syndicaux du 1er mai de l'autre. Une tradition qui remonte à la fin du XIXe siècle et contrairement à ce que vous pourriez penser, son origine n'est pas française ni européenne même. Delphine Delasselle. Le 1er mai de cette année-là, 300 000 ouvriers américains entament la première grève générale de l'histoire du travail. Ils revendiquent la journée de 8 heures. Émeutes sanglantes, répression sévère, des militants sont arrêtés et condamnés à mort. L'Europe ouvrière se mobilise. À Fourmi, dans le Nord, le 1er mai 91, l'armée tire sur les mineurs, il y aura 10 morts. 1919, la loi des 8 heures est enfin votée, mais la grève générale d'après-guerre atteint une ampleur inégalée. Le 1er mai 1919 a été véritablement un 1er mai révolutionnaire. Des gardes républicaines à cheval faisaient le quadrille autour du carrefour pour empêcher les manifestations de se diriger vers l'opéra. Alors les manifestations tentaient de s'infiltrer sous les chevaux, ils tentaient de couper les jarrets des chevaux et les gardes républicaines tapaient à coups de fourreau de sabre sur les manifestations. Jour de colère, le 1er mai devient fête légale tout d'abord en Union soviétique. Symbole de la revendication des travailleurs bien sûr, mais aussi démonstration de puissance face au reste du monde. En Espagne, le 1er mai 36 célèbre la constitution du premier gouvernement républicain, aussitôt balayé par la guerre civile. En France, il y a 7 millions de syndiqués sur 12 millions d'ouvriers. Pourtant Paris est désert, le mot d'ordre est aux manifestations en banlieue. Le 3 mai 36, c'est la victoire du Front populaire. En Allemagne, depuis 3 ans, ce jour est fête légale et les syndicats doivent défiler aux côtés des nazis. La fête est également récupérée en France en 1941. On s'efforce d'éviter le mélange entre la journée revendicative, la journée de manifestation et la campagne strictement politique. Avec une exception notable, il est vrai, sous le régime de Vichy, qui instaure le 12 avril 1941 la fête du travail et de la concorde sociale. La 4e République en fait en 1947 une journée chômée et payée. Depuis les années 80, le 1er mai illustre bien l'état des relations intersyndicales et la situation sociale. Les manifestations unitaires sont de plus en plus espacées. Chaque syndicat a son propre parcours. À l'étranger, j'ai retenu aujourd'hui les suites de l'affaire de la prise d'otage du Boeing koweïtien. Des responsables de l'administration américaine laissent filtrer des informations selon lesquelles, en contrepartie de la libération des passagers du Boeing, les terroristes auraient obtenu que le Koweït libère par anticipation, dans quelques semaines, dans quelques mois, les terroristes chiites détenus dans ces prisons et qui faisaient, rappelons-nous, l'objet du marchandage initial des pirates de l'air. Conflit oublié ces dernières semaines, mais qui dure toujours depuis 3 mois maintenant, celui des marins de la compagnie britannique Transmanche P&O qui assure le trafic des deux côtés de la France et de l'Angleterre. Échauffouré la nuit dernière à Douvres, avec les forces de l'ordre, les grévistes protestant contre l'embauche par leur société de marins venus de l'extérieur. Françoise Joly. Depuis 2 mois, aucun ferry de la compagnie britannique P&O n'avait pénétré dans le port de Douvres. Ce matin, 2 bateaux ont accosté, manœuvrés par des marins nouvellement recrutés par la compagnie. Sous les huées des piquets de grève et protégés par un cordon de police, du personnel non gréviste a pu rejoindre les ferries. Cela fait maintenant 3 mois que les marins de P&O protestent contre le licenciement de 400 d'entre eux. La nuit dernière, toujours dans le port de Douvres, des incidents ont éclaté. Les grévistes ont pris d'assaut 5 autocars, croyant que ceux-ci transportaient du personnel non gréviste. En fait, il s'agissait de simples vacanciers voulant traverser la Manche pour ce week-end du 1er mai. Aucune personne n'a été blessée au cours de ces incidents. Enfin, ce soir, les 2 ferries qui devraient à nouveau assurer les liaisons entre Douvres et Calais sont toujours à quai. Ce sujet ne doit pas nous faire sourire, même nous les hommes. Il s'agit du harcèlement sexuel dont sont plus souvent qu'on ne l'imagine victimes les femmes dans les entreprises, en France encore aujourd'hui. En général, ces victimes ont quelque honte à protester publiquement, mais cette fois-ci, elles ont osé. Elles sont 25 employées de la Chambre des métiers de Saint-Maur. Écoutez tout de suite le témoignage
de l'une d'entre elles. Enquête de Valérie Fournier. Est-ce que vous avez subi personnellement des menaces sexuelles? Personnellement, oui. C'est-à-dire que le secrétaire général nous convoquait dans son bureau, donc il n'y avait jamais de témoin, ou alors une personne qui est de son côté. Et là, il me faisait des propositions malhonnêtes. Et c'est-à-dire, d'abord il me proposait une place de responsable, sous certaines conditions. Alors il nous disait qu'il fallait être plus intime avec lui, rester plus tard le soir. Elles sont 25 à subir cet harcèlement sexuel au travail, pour certaines depuis 10 ans. Unanimes, soudées, elles racontent toutes la même chose. Évidemment, lorsque vous refusez, alors c'est les brimades, on vous change de poste, on vous isole dans des bureaux, on vous bloque le salaire, on vous met en quarantaine, quoi. L'homme en question, le patron, le chef. C'est le dictateur, c'est le régime de la terreur, parce qu'il traumatise les gens, on a du mal à travailler dans de telles conditions. Une révolte, un ras-le-bol général, même chez les collègues masculins. Moi, je trouve inadmissible qu'une personne puisse disposer de la carrière personnelle selon son humeur ou son envie sexuelle. Il y a des hommes qui, profitant de leur pouvoir, sont très souvent dans des logiques un peu de harem, qui est l'expression qui a été employée pour Saint-Maur, ou des logiques d'appropriation qui considèrent que les femmes, d'une certaine manière, leur appartiennent et qui n'arrivent pas à dissocier la vie personnelle des femmes de leur identité professionnelle. Et le harcèlement sexuel, c'est ça. Le cas de Saint-Maur n'est pas unique, mais 25 femmes solidaires en de telles circonstances, la chose est plus rare. Elles demandent toutes la démission immédiate de leur chef. Le sport avec une victoire importante, très importante même pour le Français Henri Lecomte au tournoi de Hambourg. Il a battu en demi-finale et pour la première fois de sa carrière, je crois, l'Allemand de l'Ouest Boris Becker. Et en finale, il rencontrera le Suédois Carlsson. Francis Maroto. La 6e est donc la bonne, pas la 6e balle, mais la 6e rencontre. Et pourtant, sur la terre battue de Hambourg, Henri Lecomte a peiné face à Boris Becker, surtout sur son service. Malgré quelques échanges de haute volée, Lecomte concède le premier set 3-6. Seulement, face à Becker, Lecomte ne veut pas céder et il s'impose dans le tie-break de la deuxième manche, 7-3. Enfin, dans le troisième set décisif, les deux joueurs éprouvent tour à tour des difficultés à remporter leur service. Becker mène 4-2, Lecomte revient et finalement impose son jeu dans un nouveau tie-break, 7-2. Demain, Lecomte affronte Carlsson en finale, une finale qu'il a déjà gagnée en 1986 aux dépens du Tchèque Messire. Grille de départ du Grand Prix de Formule 1 de San-Marin, demain dimanche. Senna et Prost sur McLaren sont en première ligne avec 3 secondes, c'est beaucoup en Formule 1, 3 secondes d'avance sur leurs principaux rivaux. Et pour la première fois depuis longtemps, il faut le noter, et c'est triste, l'écurie française Ligier n'a qualifié aucune de ces deux voitures. Il y avait un tiercé aujourd'hui, vous allez voir les résultats s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 16, le 5 et le 7. Et ça rapporte 1726 francs 50 et dans un ordre différent 229 francs 50. Pour ce qui concerne le quarté, il faut ajouter le 10, ça c'est 3 chiffres. Et ça rapporte 14 455 francs 20 et dans un ordre différent 1280 francs 40. Ça c'était cet après-midi donc. Pour demain, les pronostics de Pierrette Bresse maintenant. Pierrette ? Oui, avec une très belle réunion de l'après-midi à Longchamp, 2 courses classiques, le prix Gannet, le prix Vento. Nous verrons à cette occasion la rentrée de la jument milliardaire Triptyche et puis le tiercé qui se jouera dans le traditionnel prix de la Reine Marguerite, une course à handicap longue de 2200 mètres qui n'a pas fait le plein puisque 15 chevaux seulement seront au départ de ce tiercé. 15 chevaux d'âge, très connus des turfistes. Ils ont l'habitude de ce style d'épreuve, mais demain ils seront départagés par l'état du terrain puisque le terrain est devenu bon depuis quelques jours parce qu'il n'a pas plu. Pour vous aider à faire un pronostic, voici le choix que j'ai sélectionné pour vous. Avec en tête Rough Magic le numéro 11, suivi de Danijo le 12, Princesse Maroon le 9, Loulou Goubinière le numéro 3, Magic Crystal le 8, puis Valence le numéro 13, Organista le 14 et River Café le numéro 1. 11, 12, 9, 3, 8, 13, 14 et 1.
Merci Pierrette. Tout de suite après le journal et la publicité, les prévisions météo de Sophie Davant. Nous terminons un petit peu plus tôt ce soir pour ne pas vous faire manquer le démarrage du Grand Prix de la chanson de l'Eurovision avec notre représentant, le Français Gérard Lenormand. Bonne soirée, à demain 13h.